Bonjour à tous, bienvenue au Lumen, plus spécifiquement donc dans l'équipe du Design Spot. Nous organisons aujourd'hui une table ronde sur la question des matériaux durables. Alors le titre c'est Design soutenable, matière à expérimentation. Et on a une question, on va dire, plus large sur comment créer des objets durables et désirables. Donc c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui des designers et également un étudiant entrepreneur qui a créé sa start-up, son entreprise, et je le présenterai plus en détail après. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter donc les intervenants, mais plus le collectif Zigzag, puisque donc vous avez monté un collectif, il y a de ça 1 an et demi à peu près. Vous êtes une dizaine de designers qui travaillaient donc avec des approches très variées sur donc la mise en forme de matières qui ont justement un caractère durable, soutenable. Donc vraiment en lien avec cette question de comment mieux habiter la Terre. Donc merci beaucoup en tout cas de vous être déplacés jusqu'à nous. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Donc vous êtes 3 du collectif, donc vous êtes 10, mais vous êtes venus qu'à 3 parce qu'il y a un événement aussi sur Paris avec une installation en cours de votre exposition. On en parlera en fin de conférence. Donc Victor, je te propose peut-être de dire peut-être quelques mots sur le collectif s'il manque des choses, et puis après de te présenter plus en détail sur ta pratique. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. Effectivement, on est 10 dans le collectif Zigzag qu'on a monté il y a 1 an et demi, et nous, on est tous indépendants au sein du collectif, designers professionnels, et on s'attache effectivement au sein du collectif à être dans une démarche d'expérimentation autour de la matière, de réflexion autour des savoir-faire, de leur valorisation, aussi des matériaux, qu'ils soient de réemploi ou biosourcés ou recyclés, etc. Mais on a vraiment des approches vraiment différentes. Notre seul, on va dire, point commun, c'est ces valeurs justement d'expérimentation, d'éco-conception aussi, beaucoup. Et donc voilà, des démarches qui se rejoignent quand même au sein du collectif. Et aussi, la spécificité du collectif, c'est qu'on est tous répartis sur le territoire français de manière assez large. Ça va de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le sud et le centre de la France. Et voilà, on est 10. Donc je te propose de présenter plus ta pratique à toi. Donc on passe quelques visuels de tes créations, puisque chaque designer du collectif a aussi sa pratique donc forcément personnelle, et vous êtes des freelances qui vous êtes donc mis ensemble pour... Oui, exactement. Ok. Alors moi, je suis designer indépendant, je suis basé à Strasbourg et je conçois et fabrique du mobilier, de l'aménagement, des scénographies, donc en fait des objets du petit au très gros, principalement en réemploi de matières industrielles et du bâtiment. Et également dans une entreprise qu'on a montée avec 2 associés qui s'appelle Studio Surplus, pour laquelle on fait aussi du réemploi de matières, mais à échelle plutôt sérielle et industrielle. Donc là, ce qui est évoqué, c'est plutôt des projets sur mesure pour des clients institutions culturelles avec du mobilier mobile, voilà, des événements, des dispositifs pour créer des ateliers en extérieur aussi. Voilà, donc j'ai un peu 2 casquettes, du design sur mesure au design un peu plus sériel. Okay. Super, merci. Dorian. Bien bonjour, moi je m'appelle Dorian Etienne, du coup je suis designer indépendant aussi, un des membres du collectif Zigzag, et moi je travaille plutôt sur la notion de territoire. Je suis basé, en fait je me nomme en tant que designer voyageur, donc je travaille vraiment sur des territoires proches ou lointains où je vais essayer de m'immerger, comprendre les problématiques en présence, les savoir-faire, les gisements, la culture, et à partir de tout ça, et après plusieurs mois d'immersion, réussir à créer de la valeur. Alors tout type d'objet, je n'ai pas vraiment de limite, mais toujours avec des matériaux naturels, des matériaux du territoire, et souvent de manière participative avec une ligne directrice écologique. Donc voilà, par exemple, j'ai pu travailler entre autres à Taïwan, en Italie, en Islande plus récemment. Et avec le collectif, du coup, j'ai aussi cette approche plutôt expérimentale qui est partagée par tous les membres. Ok, super, merci. Et Camille.
Donc, je m'appelle Camille Routelous, je suis designer textile, artisane en tapisserie décoration et en oblisseuse de la matière cheveux. Donc, la matière cheveux qui est collectée dans les salons de coiffure et ensuite transformée en fil, textile et pièces de mode et d'ameublement grâce à une très forte coopération entre les manufactures textiles du territoire de là où je suis, du Tarn. Précisément, mon atelier est dans l'abbaye de Sorèze. Et donc, mon travail consiste à valoriser cette matière-là, à faire de la recherche et développement en prestation de services pour des entreprises. Ça peut être aussi des projets sur mesure pour des particuliers, toujours avec la valorisation de la matière cheveux qui est déclinée sous toutes ses formes et qui est valorisée sur toutes les longueurs, toutes les textures. Et voilà, je fais aussi des têtes de lit, des paravents acoustiques, avec un travail vraiment de recherche sur cette matière-là plus précisément. Ok, génial. Bah déjà, on voit, oui, c'est un petit aperçu des compétences du collectif. On voit que c'est très, très varié. Donc moi, ce qui m'intéressait vraiment de vous... c'est vous qui nous avez dit, bon, on aimerait bien faire une table ronde ensemble, et j'ai trouvé ça génial que vous puissiez venir, parce que c'est vraiment tous ces savoir-faire très variés, et aussi l'implantation dans le territoire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et on va y revenir justement dans la suite de nos discussions. Et puis ensuite, je vous propose de passer le micro à Quentin. Donc Quentin, on se connaît depuis de longue date. Voilà, on a beaucoup collaboré ensemble. Et puis maintenant, tu fais ton chemin d'entrepreneur. Et donc, je te laisse la parole pour présenter Cocagne et voilà, ton activité. C'est ça. Moi, je suis un enfant de Paris-Saclay, on va dire. Un étudiant qui a fait du coup toutes ses études ici. Et en fin d'études, avec le constat qu'il y a 52 millions de plantes ornementales qui sont tuées 2 ou 3 semaines après être arrivées chez les particuliers, j'ai décidé de monter des pots arrosage automatique pour réduire un petit peu ce gâchis. Et dans une idée de réduire l'impact, l'idée c'était aussi de réduire l'impact du produit, parce qu'il n'y a pas de bons produits, tous les produits vont avoir un impact négatif. À partir du moment où on fabrique quelque chose, on a une empreinte. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers le laboratoire de design de Paris-Saclay, le Design Spot, et toi. C'était pour essayer de réfléchir à comment on peut réussir à monter un produit en limitant son impact au maximum. Et donc voilà, on s'est rencontrés pour la première fois dans une matériothèque. Maintenant, vous en avez une ici au Design Spot. Pour me faire découvrir un petit peu les matériaux, parce que je me souviens quand je suis arrivé au Design Spot, c'était un prototype en bois. Oui, on n'a pas les photos, mais effectivement, c'était en bois et aussi connecté. Il y a l'idée initiale. On pourra en revenir dessus si on voit qu'on a le temps. Donc merci Quentin. Donc là, on voit effectivement une consultation type de matériaux qu'on peut faire et qu'on avait fait ensemble. Alors, je vais pouvoir parler un petit peu plus du Design Spot, donc de nos différentes activités, parce que le conseil en matériaux, c'est une petite partie de nos activités. Donc on est vraiment le centre de design de l'Université Paris-Saclay. On est comme une agence de design intégrée au sein de l'Université Paris-Saclay. Donc nos missions, c'est faire en sorte que l'ensemble des publics, soit des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des porteurs de projets, des entrepreneurs en tout genre, puissent comprendre qu'est-ce que le design et ensuite l'intégrer dans leurs projets. Donc voilà, nous faisons à la fois de la sensibilisation, de l'accompagnement, de l'exploration, des expérimentations, c'est vraiment des aspects essentiels pour nous. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes à la fois sur la partie design et toi, Quentin, sur la partie entrepreneuriat. Le côté expérimentation et la matière, c'est quelque chose de central qui est à la fois un élément qui peut être un peu bloquant des fois, et aussi un super levier pour ensuite développer des solutions qui soient plus vertueuses. Donc nous sommes au Lumen, donc c'est ici que nous faisons cette conférence, cette table ronde aujourd'hui. C'est un espace, en fait, c'est un lieu d'études, de culture et d'innovation. On a plusieurs équipes au sein du Lumen qui collaboreront, donc à la fois les bibliothécaires et la diagonale qui fait le lien entre art, culture et sciences, et nous, design et sciences. Donc voilà, c'est un lieu assez unique. Et cette table ronde, c'est aussi l'objectif pour nous, c'est de montrer ce vers quoi on veut tendre à l'avenir au sein du Lumen, et surtout sur cette question de la matérialisation
comment on accompagne nos publics à mieux matérialiser leurs solutions. Voilà, donc là c'est la matériothèque effectivement dont tu parlais que nous avons installée au Lumen qui nous permet de faire vraiment de la consultation matériaux avec voilà, des experts. Alors c'est des designers et si besoin on fait appel à des experts en matériaux pour aller plus loin dans la conception, sachant que Quentin, toi, on t'avait vraiment accompagné, c'était du conseil, mais après tu as pris vraiment le relais pour ensuite concevoir ta solution et même dans le design, tu étais complètement autonome avec une petite supervision de notre part. Mais une belle supervision voilà. quand même. Mais voilà, c'est différents modes de collaboration. Soit on fait appel à des designers externes pour les accompagnements, soit effectivement on accompagne juste par du conseil. C'est du mentorat. Voilà, on fait du mentorat en design. Donc maintenant on va passer vraiment au sujet de la table ronde. Donc j'ai une première question pour le collectif Zigzag. Donc vous avez vraiment des sensibilités et des savoir-faire très variés, comme on peut le constater là et comme on l'a expliqué. Par rapport à cette question de la matière, vous avez tous les trois une sensibilité différente. Est-ce que vous pouvez assez rapidement nous expliquer? Alors, donc Camille, tu as parlé du cheveu, Victor, tu as parlé de la matière du réemploi. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu plus les différents matériaux que vous utilisez? Victor, toi, c'est plus les matières durables implantées dans le territoire. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer votre rapport à la matière que vous avez chacun? Oui, bien sûr. Je vais essayer de parler un peu au nom du collectif et des différents membres qui ne sont pas là non plus. Parce qu'il y a des profils qui sont plutôt artistes, des profils un peu plus artisans, donc ils ont un rapport à la matière différent à chaque fois. Je dirais que déjà, ça dépend de si le projet, c'est une commande d'un client. Pour lequel il faut dessiner un objet et ou le produire. Il y en a qui auto-construisent, comme moi, d'autres qui font fabriquer par des tiers extérieurs, des prestataires, artisans, industriels. Donc déjà, ça change le rapport à la matière, le budget change aussi le rapport à la matière, beaucoup de choses. Mais effectivement, moi, c'est le côté réemploi qui, en tout cas, j'essaye au maximum, drive la conception en fait le plus possible. Donc comment trouver des gisements de matière qui vont permettre de à la fois répondre aux besoins du client identifié avec lui, mais essayer enfin c'est du ping-pong en fait entre le dessin et les possibilités techniques des matériaux trouvés. Voilà, donc ça c'est un Tetris à faire entre voilà, le dessin, la faisabilité technique, etc. Et les matériaux disponibles. Et les matériaux disponibles, qui sont, j'essaye d'aller vers des gisements, des flux de matière, donc pas forcément un stock, par exemple une palette de X matériaux que je peux récupérer, mais plutôt de trouver des flux de matière de rebut d'entreprise, c'est-à-dire tous les mois, toutes les semaines, ils vont jeter tel type de matériaux en telle quantité, en telle qualité. Et tout ça, du coup, il faut l'identifier, trouver des compromis pour que ce ne soit pas trop contraignant pour eux de le mettre de côté pour que je puisse le récupérer, à quelle fréquence, tout ça. Okay. Voilà. On reviendra un peu en détail sur ces aspects-là. Camille? De mon côté, eh bien, le gisement de la matière cheveux est un vrai sujet de société puisque jusqu'en 2021, il y avait plus de salons de coiffure en France que de boulangeries. Et donc, les cheveux qui sont coupés représentent 4000 tonnes de déchets par an qui sont soit enfouis, soit incinérés. Et donc, on a un vrai sujet lié à la présence de la matière dont on ne se saisit pas. Et donc, ça fait une dizaine d'années que j'en ai fait vraiment mon matériau de prédilection. Et donc, pour moi, le sujet lié à la matière, c'est vraiment, pour le coup, d'optimiser au maximum la collecte dans les différents salons de coiffure parce que à l'échelle d'un territoire, il y en a énormément. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des lots les plus propres possibles, qui soient déjà nettoyés et qui me permettent ensuite de gagner du temps sur le traitement. Donc, il y a la collecte, le tri, en fonction de ce que je vais vouloir faire. Donc, soit du fil, du feutre ou du rembourrage, puisque les tout petits cheveux sont utilisés en rembourrage de mes pièces. Eh bien, je vais avoir un traitement différent et c'est comme ça que je fais un peu mon travail avec cette... Okay. Et qu'est-ce qui t'a amené aux cheveux?
Parce que c'est vrai que C'est pas une commun. histoire un peu perso, mais que je peux vous partager avec plaisir. C'est juste quand j'avais 4 ans, je suis tombée des escaliers et je me suis cassé la dent de devant. Et ce jour-là, quand le dentiste m'a dit que je n'allais pas avoir de dent, c'était une dent de lait qui n'était pas prête à tomber, eh bien, pour extérioriser le traumatisme, j'imagine, je me suis coupé les cheveux à ras, ce qui fait que pendant des années, j'avais pas de dents, pas de cheveux. Donc, c'était incroyable comme début de vie. Et donc, c'est resté vraiment en moi. Et c'est au tout début de mes études aux Beaux-Arts que j'ai travaillé sur l'identité d'un individu. Et c'est comme ça que le cheveu est revenu, puisque le cheveu nous donne beaucoup d'informations sur une personnalité, sur peut-être un tempérament. Et voilà, donc ça a été vraiment le point de départ. Et je me suis rendu compte qu'au-delà d'être un gisement à valoriser, c'était surtout une véritable passion et un sujet qui est ancré en moi, quoi. Voilà. Génial, belle histoire. Et Dorian? Et moi, de mon côté, alors sur ma pratique indépendante, en fait, c'est plutôt des matériaux naturels à chaque fois, sans du tout cloisonner, être artisan. Moi, je me considère pas vraiment comme artisan. Je suis pas spécialisé. J'ai pas travaillé pendant plusieurs années sur un matériau en particulier, mais j'aime toucher un peu à tout. Donc, matériaux naturels à chaque fois. Par contre, ça, je précise, c'est important pour moi et pour mes valeurs. Mais que ce soit de la pierre, du bois, de la céramique, du verre, tout type de matériaux que je vais essayer d'hybrider avec d'autres techniques, d'essayer de comprendre comment fonctionnent, quelles sont les limites des techniques pour les détourner aussi, en créer d'autres choses. Donc vraiment cette démarche empirique en fait, de la recherche, alors là pas dans un labo et j'ai pas non plus ni les compétences ni les matériaux pour avoir un labo, mais plutôt dans un atelier avec des outils et des techniques assez simples d'expérimentation et d'arriver à un résultat, de comprendre pourquoi ça a fonctionné, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et du coup avancer comme ça, de manière empirique. Et au niveau de la matière, moi, ce que j'aime bien, donc, qui est une méthode qui est en fait un peu à l'inverse de ce que j'ai appris à l'école Boulle en design, c'est de partir au lieu de partir d'un projet, d'un client qui a un besoin particulier de une nouvelle collection de canapés pour telle marque avec tel input au début. Partir en fait de l'inverse, partir d'un gisement. Donc justement, je rebondis un peu sur ce que tu dis, Victor, exactement. Ce terme de gisement ou alors de matériaux, moi, qui va m'intéresser sur un territoire où je vais m'immerger du coup. Et de partir du matériau, de le comprendre, donc d'expérimenter, de voir ses propriétés, ses caractéristiques, ses limites, etc. Et à partir de ça, en fait, de cette recherche de quelques mois, quelques semaines, arriver à un usage après, dans un second temps, en fait, et d'avoir un usage adapté, en fait, à un matériau qui a découlé, et souvent avec des usages assez innovants, en fait, aussi, parce que du coup, il y a des propriétés qui sont pas obligatoirement relevés tout de suite ou qui sont pas obligatoirement, on n'a pas obligatoirement en tête par rapport à un matériau précis. Et le fait justement de tester par soi-même en expérimentant ou avec les autres, avec le collectif par exemple, ça permet aussi d'avoir un autre regard et de créer quelque chose de nouveau. Ok, et donc je comprends. Oui, Victor. Je pense que au global, au sein du collectif, on a tous une pratique très ancrée avec la matière. Enfin, on a tous un atelier, plus ou moins grand, plus ou moins équipé, tout ça, mais on a tous un fort rapport à la matière, à l'expérimentation de matière. Et du coup, ouais, ça tient une place relativement importante pour nous tous, quoi. Il y a très peu de 100% ordi à déléguer toute la fabrication. On a quand même cette envie de se confronter à la matière, et ça rentre aussi dans les résidences qu'on fait tous les ans, enfin qu'on va essayer de faire tous les ans. On en a fait la première là en avril autour du granit. Et c'était vraiment cette idée de s'immerger pendant une semaine dans une entreprise qui travaille le granit, de comprendre comment ça marche, de travailler avec eux et de développer des prototypes, etc. Chez eux, quoi. Ok, c'est vrai qu'on a beaucoup on a appris en tant que designer à partir d'un besoin, ensuite d'imaginer des solutions, de les définir avec les matériaux qui correspondent le mieux, qui conviennent le mieux aux besoins, mais des fois c'est un peu déconnecté d'une réalité locale ou territoriale ou d'impact sur l'environnement. Et donc c'est vrai que ça, ce qui est vertueux, c'est ça, vous êtes directement en prise avec le terrain et après vous répondez à partir de ces expérimentations à des usages qui... Voilà. Exactement, ouais. Okay. Enfin, on part vraiment de la matière. Ouais. Et alors votre collectif, il est assez jeune, mais je me pose la question de comment ça se passe un projet, si quelqu'un vient vous voir et a un projet pour le collectif, en termes de processus de création, parce que vous avez chacun vos pratiques, vos processus de création, même si quand même la matière, c'est un peu l'élément clé. Est-ce que vous avez déjà un petit... Comment vous procédez s'il y a vous parliez de la résidence, vous faites des résidences donc directement des industriels.
mais comment vous vous coordonnez entre vous sur des designers qui sont un peu partout sur le territoire? Comment on se coordonne au sein du collectif, c'est principalement des réunions de travail, des équipes de travail sur comment organiser les projets sur l'année. Après, tu parlais de comment se passerait un projet si un client, par exemple, venait vers nous au nom du collectif. Je pense que ça, c'est même pas une question qu'on a abordée, parce qu'on est plutôt, enfin pas pour l'instant en tout cas, parce qu'on est plutôt, jusque-là, force de proposition. On s'est mis ensemble, chacun indépendant, chacun a son réseau, etc. On mutualise tout ça, on fait des synergies entre nous, et c'est plutôt pour l'instant nous qui allons chercher justement, des partenaires, des gens avec qui travailler et faire des choses, que des gens qui sont venus vers nous. Et je pense pas, après je m'engage pas au nom du collectif, mais en tout cas mon nom et la vision dont j'ai du collectif à l'heure actuelle, qui pourra peut-être évoluer, mais qu'on n'est pas non plus une agence de design qui va pouvoir répondre spécifiquement à un projet. À la limite, c'est plus le collectif peut faire point d'entrée pour un client qui serait intéressé par notre démarche, etc. Mais peut-être que ce projet-là, il rebasculerait sur 1 ou 2 ou 3 membres du collectif, mais en leur nom, quelque part, et même pas sous forcément la bannière collectif Zigzag. Okay. Moi, c'est ma vision. Mais... Vous me dites, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on a fait lors de la résidence dans l'entreprise de granit dans le Tarn. Donc, cette résidence, c'est vraiment le fonctionnement du collectif. C'est-à-dire que voilà, on fixe un objectif et des interventions tous les ans. Donc, il y a les tables rondes, la résidence et l'exposition. Et donc là, en l'occurrence, pour la résidence, très rapidement, on est intervenu dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise des établissements Sénégas, dans le Tarn. Et l'idée, c'était de valoriser les chutes de l'entreprise, les chutes de granit. Et donc là, pour le coup, on a ce sujet de base qui est un point de départ. Et chacun avec notre parcours, notre histoire, notre sensibilité, et aussi les synergies qui se sont créées naturellement entre nous, que ce soit au niveau des compétences, des machines ou des process de réflexion, de dessin, etc. Eh bien, on a toutes produit un objet ou un ensemble d'objets, de petites typologies. Ça peut être des arts de la table, du mobilier urbain, du mobilier, de la décoration, afin de proposer la vision du collectif sur ce sujet-là de la valorisation des chutes de granit, qui est un vrai sujet territorial au sein sur le Cidobre, qui est un bassin granitique du Tarn, l'un des plus importants de France, et donc d'Europe, effectivement. Et donc, c'était notre proposition, et donc on en parlera plus tard tout à l'heure, et la proposition sera visible ce soir à la galerie. Oui, ok. Super. Moi, je vais rajouter quelque chose. Une seconde, mais effectivement, pour moi, c'est le collectif à la date d'aujourd'hui. Alors, ce qui est chouette, c'est que du coup, on l'a fait de manière spontanée par nous-mêmes. C'est une initiative personnelle, personnelle avec un S du coup à chacun, tous ensemble. Et en fait, c'est un collectif qui est amené à évoluer, à pouvoir prendre d'autres formes suivant nos envies. En fait, c'est ça qui est super chouette aussi, c'est que du coup, on n'est pas bloqué dans un carcan de on a proposé ça, on doit faire ça. Ça évolue à chaque fois. Pour l'instant, comme tu disais, Camille, on est sur un format de au minimum 3 événements par an sur potentiellement une thématique annuelle qui regroupe toute une année et qui continue comme ça chaque année, d'une résidence ensemble, ou plusieurs tables rondes conférences et d'une exposition. Donc en fait, le collectif, c'est plus qu'une agence, comme disait, comment je le vois moi aussi, et comme le disait Victor, là je te rejoins là-dessus Victor, c'est pas vraiment une sorte d'agence, même si ça pourrait le devenir sur des projets particuliers qui pourraient vraiment nous intéresser, hein. On n'est pas du tout fermé à ça, il me semble, mais c'est plutôt quelque chose qui nous regroupe, qui nous rassemble et qui nous permet de créer des synergies. C'est un moyen plutôt qu'un support, je pense. Ok, super. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair, on comprend bien quels sont les enjeux par rapport à votre collectif. Donc je comprends, c'est vraiment en tout cas un espace pour vous d'expérimentation et puis de montrer vos savoir-faire, de le rendre aussi peut-être plus visible via ce collectif. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Quentin, toi, comme tu l'as dit, tu es un ex-étudiant de l'Université Paris-Saclay, étudiant d'AgroParisTech, et ensuite tu es devenu... Oui, et ensuite donc étudiant entrepreneur. Donc, tu as créé un produit, tu es venu nous voir avec effectivement une jardinière connectée, mais
ton projet il évolue beaucoup. Et comment ont évolué tes objectifs, voilà, le lien produit-service au fil du temps et puis essayer de faire le lien avec justement la conception, les matériaux. Finalement, la seule chose qui n'a pas évolué, c'est le besoin. Et donc j'étais vraiment dans une logique de répondre à un besoin. Donc j'ai gardé ce besoin en fil rouge et j'ai fait évoluer la solution pour y répondre, notamment avec vos avis. Je me suis assez vite rendu compte dans les expérimentations que toute la notion de connexion n'était pas nécessaire et que c'était surtout superflu, que c'était à une époque aussi où les objets connectés se vendaient bien et donc on en parlait partout et pour moi ça me paraissait logique de faire ça comme ça. En fait je me suis rendu compte qu'en faisant du low-tech ça marchait tout aussi bien. Donc déjà ça c'est une première partie que le Design Spot m'a permis de supprimer du projet et j'en suis très content aujourd'hui. Parce que déjà quand je vois à quel point c'est difficile de fabriquer du produit, si en plus il y a du hardware à l'intérieur un peu compliqué, ça devient encore plus difficile. Et ensuite, l'autre fil rouge, ça a été de limiter l'impact carbone dans un premier temps et ensuite aussi à tous les niveaux où on peut polluer, on peut en avoir un impact négatif sur notre environnement. Donc ça a été voilà, l'autre grand fil rouge que j'ai suivi. Donc ça a été avec du choix de matériaux, ça a été avec des techniques de production et ça a été surtout, parce que c'est là que je me suis rendu compte que finalement, même si on produit super bien, si on produit à l'autre bout du monde, même si c'est bien produit, il reste du transport, etc. Donc ça a été de manière la plus locale possible. Ok. Donc les matériaux, ça a quand même été une étape du choix des matériaux, de sa sélection. Maintenant, après, il y a eu quelques bifurcations après sur la partie, on va dire plutôt la base en plastique, puisqu'il s'est composé donc de tôle, acier, et ensuite une base en plastique issue du recyclage. C'est ça. Où tu étais parti à la base sur donc, une conception avec le matériau Le Pavé, qui est un matériau fabriqué en Île-de-France avec des plastiques recyclés, donc c'est recyclage post-production, donc issu d'un process industriel, donc c'est des déchets de ce processus industriel qui permet qui génère ces déchets. Et ensuite, tu es passé sur de l'injection plastique. Oui. Okay. J'ai abandonné le post-production pour m'orienter vers du post-consommation parce que ça a un plus d'impact. C'est des déchets qui ne vont pas être enfouis. C'est tous ces déchets-là qui ne seront pas enfouis, qui sont réutilisés. Alors, ce n'est pas du recyclage, entre guillemets. C'est parce que le recyclage, ça reviendrait à les utiliser pour exactement la même chose. Là, on ne les a pas recyclés, on les a sortis de leur cycle, on les a mis dans un nouveau cycle. J'ai voulu faire du plastique assez épais pour que ce soit durable. Et il y a un autre problème avec les matériaux type un peu pudding, là, comme celui du pavé, c'est que derrière, il faut les coller entre eux ou les faire fusionner. Donc le mieux, c'est de la fusion, sinon c'est de la colle. La colle, c'est des solvants et c'est assez polluant. Et il y a un autre truc, c'est qu'il faut les couper. Il faut les couper, il faut les poncer. Et ça crée une quantité de microplastique pendant le processus d'industrialisation qui est monstrueuse. Alors, je sais qu'il s'améliore sur ces histoires de process, mais ça reste quand même un gros problème, alors qu'avec l'injection, on n'a pas le souci. Ok. Et on t'est passé, parce que là, on a des designers qui ont ce côté vraiment expérimental, artisanal. Pas que bien sûr, mais ça part de quand même pas mal d'expérimentation. Toi, tu es passé aussi par des phases d'expérimentation, hein, tu es passé par là. Donc tu es passé aussi d'une phase, parce qu'il fallait que tu montes en échelle sur la production de tes produits. Donc une première conception qui était semi-artisanale, on va dire. Même complètement artisanale, ouais, complètement on l'a fait ici au Fab Lab. Avec, de là, puis après même sur l'assemblage des plaques Le Pavé avec une entreprise qui te faisait cette prestation-là, qui était... c'est là où je parle de semi-artisanal. Et après, tu es passé à un process vraiment industriel. C'est ça. Pour avoir des coûts, parce que toi, tu es confronté à un marché où il y a des coûts, de la concurrence, il faut pouvoir se différencier. Donc où là, c'est vrai qu'on peut voir avec les approches de Camille, Doriane et Victor sur peut-être des projets qui sont moins industrialisés, on va dire. Alors, sauf si vous avez peut-être des exemples ou aussi... Oui, tu pourras nous en parler, Victor. Mais c'est vrai que c'est une vraie contrainte, ça, ce coût par rapport au marché. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais... Oui, donc, du coup, tu as rencontré des fabricants
pour optimiser ton produit. C'est ça. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as conçu ou fait évoluer la conception du produit par tes discussions avec les fabricants. Ouais, je fais que du co-développement. La plupart du temps, j'envoyais des protos à mes industriels, enfin, aux différents industriels que j'ai pu rencontrer, avec un objectif de coût. Et on a fait du design to cost, une stratégie design to cost. En temps, voilà, je veux sortir cette pièce à, mettons, 1,65 €, alors qu'aujourd'hui, elle me coûte 40 € à fabriquer. Parce qu'il faut industrialiser, parce que le besoin, c'est un besoin qui est général dans la population et qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et que ce ne soit pas accessible à seulement une toute petite partie de la population qui pourrait se payer du luxe. Et comment tu réagis quand on avait fait une préparation pour cette table ronde. J'ai vu ta réaction par rapport aux designers là, qui travaillent la matière. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça m'inspire énormément. Ça m'intéresse déjà dans un premier temps parce que je suis curieux. Et de trouver des nouveaux matériaux, je trouve ça super. Et l'utilisation de chutes comme vous le faites, de rebuts industriels ou de matériaux qui ne sont pas valorisés, pour moi, c'est l'avenir. Et ce que j'imagine, c'est que là, vous êtes en train de faire un travail prospectif sur l'utilisation de nouveaux matériaux, sur ce qu'on peut en faire. Vous êtes en train d'ouvrir des portes. Et peut-être que derrière, on peut s'y intéresser pour faire des projets à plus grande échelle, industriels, comme peut-être tu es en train de faire. D'ailleurs, je peux peut-être lui passer le micro s'il veut nous en toucher le mot. Oui, parce que tout à fait. c'était super intéressant. Oui, effectivement. Après, là, les démarches qu'on a, c'est plutôt effectivement l'expérimentation, un peu comme tu dis, de l'ouverture de portes, même si je trouve qu'il faut y mettre des guillemets, parce que bon, on réinvente rien non plus fondamentalement. On est plutôt à essayer de faire créer des petits décalages sur des usages, sur enfin en tout cas sur des micro-échelles, quoi. On réinvente et on révolutionne rien fondamentalement, je pense. Enfin, si ce n'est franchement quand même toi, Camille, sur le cheveu, qui est quand même un matériau qui a été utilisé, qui l'est plus, sur lequel il y a quand même un gros travail à refaire sur le sens de ce matériau qui est un déchet, etc. Mais bon, moi je trouve qu'il ne faut pas non plus se voiler la face et que le design n'est pas non plus la solution à tout, et la solution à beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est comment ensuite, en faisant des produits, comme tu disais, ça génère forcément un coût environnemental. Et donc, des fois, une bonne idée peut devenir rapidement un problème parce que tu la généralises et tu la globalises, quoi. Parce que tu es dans une logique de marché, de vente, etc. Bon, après, le débat est vachement plus long et ambitieux, mais ouais, pour présenter rapidement la démarche industrielle du coup, que j'ai au sein de Studio Surplus, on s'attache à faire du design d'objets. Donc Surplus, c'est une autre... c'est une autre entité, ouais. C'est une autre entité Ouais. dans laquelle une tu SAS, collabores. une entreprise qu'on a montée avec 2 associés. Donc studio de design aussi, mais à échelle industrielle et sérielle, où on dessine et on fait fabriquer. Du coup, là, moi, je fabrique rien. Enfin, je fais des prototypes. Et ensuite, effectivement, comme tu disais, Quentin, on co-développe avec ces industriels des produits avec leur propre chute, en fait. Donc, on va visiter des entreprises, on regarde leur processus de fabrication, ils génèrent des chutes à X stades de production. Et avec ces chutes-là, des pièces de calage, des surstocks de matière, plein de choses, on se dit, ça, en fait, on peut le détourner, le faire retravailler par leurs outils de production, par leurs expertises humaines de savoir-faire de montage, de façonnage, etc. Et en faire des objets, du produit, ce que eux, peut-être, dans leur industrie, font pas du tout. La première collection qu'on a sortie, là, c'est du mobilier d'extérieur, en Dibond, en matériaux composites, aluminium, plastique, et avec un industriel qui fait de la façade de bâtiment. Donc eux, ils font des milliers de mètres carrés de façade, mais avec des petits gisements de matière, ils n'arrivent plus à travailler parce que eux, il leur faut tout de suite des gros volumes. Et par contre, ces petits gisements de matière, ils sont parfaitement calibrés et adaptés à faire du mobilier. Eux, ils utilisent des machines numériques, CNC, etc. Et donc, on a développé avec eux une collection d'objets où en fait, tout est usiné chez eux, assemblé chez eux, façonné, fini, etc. Et donc, ça permet de valoriser leur stock mort d'entreprise, de générer de la valeur économique chez eux, tout en réduisant des déchets qui allaient partir à la benne pour un matériau qui n'a pas de recyclage possible à l'heure actuelle.
on peut pas séparer l'aluminium. Pas facilement. Ouais, très difficilement en tout cas, ouais. Et même si c'était faisable et le cas, ce serait quand même très dommage d'envoyer des matières neuves, qui sont des surstocks de matière, en broyage et en recyclage, alors que c'est une matière qui peut avoir 1, 2, voire 3 vies, si on fait bien les choses, là c'est justement de l'éco-conception, et là ça revient vraiment au design, à la place du designer, de comment on dessine des choses qui ont une vie, peut-être 2, peut-être étendre la durée de vie avec du SAV, de la réparation, toute la partie analyse du cycle de vie. Enfin bref, il y a beaucoup de travail à faire sur ces choses-là. Et en réemploi de matière industrielle. Ouais. Et donc là, c'est un autre process. Moi, je fabrique pas, on prototype, on fait faire par eux. Et du coup, on rentre dans un design où ça met du temps à développer l'objet. Et par contre, une fois qu'il est arrêté, on peut en sortir des centaines. Ce que je trouve vraiment aussi intéressant et la similitude avec toi, Quentin, c'est cette collaboration avec le fabricant. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des leviers, en tout cas, des solutions à trouver directement avec eux. Camille, si tu peux nous parler peut-être de ton expérience aussi du cheveu, parce que c'est des machines qui sont très sensibles, on va dire, pour tisser, pour carder, je ne sais pas quels sont les différents process. Et le cheveu, en plus, il y a différentes finesses, donc ça peut être compliqué. Donc, ta collaboration avec les industriels, comment ça s'est passé ? Eh bien, ça a été déjà très challengeant parce que, tu l'as dit Victor, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, on n'invente rien. Le cheveu, en plus, a un artisanat, a été l'objet d'un artisanat pendant plusieurs siècles. Et donc, de fait, il y a, même quand on regarde les archives, ou si on fait un travail historique, anthropologique, on se rend compte que le cheveu a une place ultra importante. Mais dans la recherche que j'ai effectuée, qui est plutôt portée sur, qui était au cours de mes études, plutôt portée sur l'habitat, l'idée c'était de transformer le cheveu en un fil qui nous permette de faire des textiles et qui puisse améliorer le confort d'un habitat, en fait, qu'il soit professionnel ou même personnel. Et donc, pour fabriquer ce fil, ça a vraiment été la clé de voûte de tout le projet et toute la complexité, parce qu'on n'a pas, pour le coup, de recul de l'utilisation de cheveux en manufacture textile, en filature. Et donc, on a dû partir des paramétrages qu'il existe, qu'on connaît, avec des fibres similaires, à savoir le poil de yak, en l'occurrence. Donc, on a cherché quels ont été les paramétrages des machines sur le poil de yak, et j'ai utilisé aussi les recherches que j'ai faites avec pas mal d'ingénieurs pendant quelques années et réactualisé évidemment pour arriver à trouver les paramétrages nécessaires pour transformer le cheveu en fil. Et donc là, à nouveau, nouvelle problématique dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est que les industriels m'ont dit, mais en fait, déjà, il y en a beaucoup qui m'ont fermé la porte parce qu'ils m'ont dit, non mais vous êtes complètement folle. Ça va pas du tout. Et donc, il a fallu être un peu opiniâtre. Et après, il y a eu encore un autre niveau. Ils m'ont dit, mais utilisez du polyester. Et j'étais là, non, du coup. Parce que ça a plus d'intérêt. L'idée de valoriser le cheveu à l'échelle de l'Occitanie, c'est d'avoir un gisement qui est partout en France, mais en l'occurrence, on a des manufactures dans le Tarn et l'Ariège. Et donc, au final, moi, mon idée, c'était vraiment d'arriver à avoir une filière de valorisation dans un rayon de moins de 100 km. Donc, en fait, si on part de ce postulat-là, eh bien, il y a tout ce cheminement de la collecte, du tri, du nettoyage, évidemment, de la filature, du tissage, etc. etc. Et donc, rajouter du polyester à la base du fil, ça ne servait à rien. J'aurais préféré ne pas être diplômée, puisque c'était l'objet de mon master aux Beaux-Arts à Toulouse, plutôt que de faire ça. Enfin, c'était un non-sens. Et donc, il a fallu à nouveau remobiliser les connaissances, faire énormément de recherches. Et au final, on s'est juste dit, quelle est l'autre matière qui est kératinique, donc composée de kératine, qui a des écailles ? Eh bien, c'est la laine, tout simplement.
Et donc, on a fait une association de laine et de cheveux pour fabriquer ce fil. Donc, on a à nouveau fait des recherches sur le type de laine, puisqu'il existe plein de types de laine. Et donc, il y en a qui ont une composition plus facile que d'autres. Et donc, on a fait ce mélange-là. Et ensuite, on a enfin pu faire les paramétrages qui ont aussi pris des années, enfin pas des années, mais des mois de recherche et des jours d'arrêt, de mobilisation de toute la ligne de production. On parle de 100 mètres de filature, hein, donc c'est pas rien. Parce que le cheveu se comportait plus difficilement que la laine. C'est une filature qui s'appelle Super Yarn en Ariège. Et donc le directeur a été adorable, il a accepté de travailler avec moi et il m'a dit, je l'avais au téléphone, il me disait, bon là Camille, il faut que j'arrête toute la ligne, ça va pas du tout. Moi j'avais super peur évidemment, mais ça fait partie du jeu et on s'était lancé là-dedans ensemble et au final ça s'est bien passé. On a réussi à fabriquer ce fil en 2020 et il a été calibré ensuite pour être à la fois tissé et tricoté dans des manufactures différentes. Donc de mon côté, le travail, pour répondre de manière plus succinctement à ta question, le travail des fabricants, ça a été beaucoup de recherche et développement, essayer de créer des partenariats très solides et de confiance. Et puis en fait, ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble, ça se passe très bien et on a vraiment créé une coopération locale très très forte qui nous permet d'arriver à avoir des pièces à la fois étonnante et de grande qualité, quoi. Voilà. Génial, génial. Donc, ouais, on voit qu'il y a en tout cas le côté créer un lien de confiance avec le fabricant. Je pense que vous voyez tous hocher la tête. Je pense que c'est un élément clé qui n'est effectivement pas évident, parce que voilà, c'est des petits projets, quoi, c'est des petites quantités. Donc, un industriel, ça ne l'intéresse pas forcément. Donc, il faut trouver l'industriel qui est ouvert et qui se dit, ah là, il y a peut-être aussi, c'est un moyen pour eux d'expérimenter des nouvelles voies. Enfin, il y a de la concurrence, il faut qu'ils puissent aussi proposer des nouvelles choses. Donc, c'est super intéressant. Dorian, toi, tu as une approche plus artisanale, j'ai l'impression. En fait, ça va vraiment dépendre des projets. Moi, j'ai l'impression d'être un peu un ovni, en fait. Travailler sur plein de choses à la fois, très très variées. Mais effectivement, c'est exactement ça quand on est sur le terrain en tant que designer. Alors moi, c'est sur le territoire, etc. Mais c'est le fait de... la plupart du temps, quasiment, en fait, la personne qui est en face et où il y aurait vraiment il y a un énorme gisement à valoriser, tu as déjà plein d'idées, etc. Il y a vraiment un sens à le faire, que ce soit pour tout le monde, en fait. Et la personne n'est pas obligatoirement sensibilisée au design, va pas obligatoirement comprendre, va pas avoir le temps. Enfin, on arrive assez souvent faut arriver pile poil au bon moment, avec la bonne idée, au bon endroit, avec la bonne personne en face, pour que ça matche effectivement et réussir à sur de la revalorisation de matière ou des choses comme ça, avoir une personne qui a enjoué. On a eu de la chance, par exemple, avec la dernière résidence Gérard Sénégas, donc la garnetterie dans le Cidre, qui était hyper ouverte en fait aux collaborations, à la recherche, et essayer de nouvelles choses aussi dont ils n'ont pas l'habitude, etc. Ça arrive pas souvent en fait, et c'est vraiment dans cette direction-là qu'on recherche quand on fait des collaborations. Moi, je travaille un petit peu à côté sur j'ai travaillé, je fais encore un petit peu, mais sur de l'édition. Donc là, c'est plutôt des petites maisons d'édition avec des savoir-faire. Donc en France, avec des savoir-faire locaux, par exemple, tout simplement, qui travaillent le bois tourné dans le Jura ou des choses comme ça. Au niveau des fabricants, aussi beaucoup de collaborations avec des artisans aussi, où là, du coup, apprendre de leur savoir-faire. Moi, ce que j'adore, c'est hybrider, en fait, au lieu de sectoriser ce qu'on a souvent fait et qui dessert, je trouve, les designers aujourd'hui, de sectoriser. Le designer va construire, penser, imaginer le projet en amont, on va voir un artisan qui doit reproduire en fait l'idée, donc ça met déjà une hiérarchie malheureusement sur la chose. Le fait d'hybrider les deux choses, d'arriver avec une piste qui est une réflexion commune avec l'artisan ou le fabricant, et qu'ensuite sur la fabrication, le designer est là en aide en fait, et il vient apprendre aussi une nouvelle technique, et ça va lui servir aussi pour la suite en fait. Pour moi, c'est vraiment un dialogue, ces échanges-là, et c'est hyper important de le voir ça comme ça, et pas de le voir seulement en arrivant, comme en fait il y en a eu énormément, ou en sortant d'études même, d'aller voir un artisan pour fabriquer quelque chose, sans rien y connaître en fait de la matière, enfin en tout cas pas beaucoup, pas assez, et de la fabrication, des techniques de fabrication, et d'arriver avec quelque chose qui n'est pas réalisable tout simplement.
et de ne pas comprendre pourquoi c'est pas réalisable, etc. Et du coup, il y a pas mal d'artisans encore aujourd'hui qui sont un peu brouillés avec les designers à cause de mauvaises expériences passées à ce niveau-là. Donc moi, c'est plutôt à ce niveau-là, au niveau de la petite édition locale, matériaux naturels pour des maisons d'édition, au niveau des collaborations avec des artisans, et au niveau de collaboration, moi, c'est surtout des projets participatifs en fait, en territoire, en impliquant les habitants sur des questionnements écologiques face aux territoires sociaux, des projets participatifs, moi, où c'est la majorité de mes collaborations, en fait, où je vais amener les personnes toute typologie de personnes d'âge, de milieu culturel, etc., à apprendre en fait, et sur les techniques et sur un projet commun d'être co-artiste, co-auteur d'un grand projet commun sur plusieurs mois. Ce que j'entends en tout cas par rapport à tout ce que vous nous dites, c'est vraiment cette notion de co-création avec d'avoir quelque chose de plus transverse et de ne pas avoir effectivement quelque chose de descendant. Donc ça implique de changer nos modes, nos modes opératoires qui sont suite à toutes ces années de révolution industrielle et d'imposer. Alors on vient un peu sur le principe de Bauhaus, quoi, une approche vraiment plus connectée avec les modes, avec l'industrie. C'est vrai que maintenant, en plus, on envoie nos fichiers 3D à l'autre bout du monde avec un cahier des charges hyper pointu et ils font un travail complètement extraordinaire et complètement délirant avec des finitions, des qualités qui sont vraiment complètement incroyables. Et c'est vrai que nous, en tant que designer, on a pris un peu l'habitude de ça, de ce confort aussi, en étant déconnecté de l'industrie, avec une industrie qui arrive à réaliser des choses quand même qui sont complètement folles, quoi. Donc ce qui est intéressant là, c'est que vous nous remettez les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Et cette notion de co-création est vraiment, je pense, essentielle. Je voulais vous poser à tous un peu des questions plutôt sur les matériaux, on va redescendre un petit peu dans la matière. Qu'est-ce qui fait que, pour vous, qu'est-ce que c'est un bon matériau? Qu'est-ce que c'est un bon process? Est-ce que vous quantifiez les impacts sur l'environnement de vos matériaux, de vos process? Comment vous les choisissez? Est-ce que c'est à l'intuition? Est-ce que voilà, c'est un peu assez rapidement chacun de dire un peu ce que vous en pensez de. Très rapidement, moi effectivement, comme j'expliquais avant, c'est tout. À chaque fois, je travaille sur du matériau naturel, quelque chose où je vais sentir en fait intrinsèquement que cette matière va m'attirer. Alors par exemple, je prends un exemple, mais pour vous imaginer un peu la chose, quand j'étais en résidence dans le NTCRI à Taïwan, donc pendant 6 mois, National Taiwan Craft Research Institute, du coup, je me baladais en week-end sur les marchés et j'ai découvert en fait la loofah, donc c'est des grandes éponges que les petits gourmets, en fait, chaque personne en a dans son petit potager. Ils les font sécher, ça fait des éponges exfoliantes qu'on trouve entre autres dans les Biocop ou des choses comme ça comme éponge exfoliante pour laver la vaisselle tout simplement. Et en fait, cette matière qui est utilisée que pour ça m'intéressait énormément et je suis tombé dessus par hasard et j'en ai acheté quelques-unes juste pour expérimenter et de là découler plusieurs projets. Donc en fait, c'est vraiment pour moi, c'est un peu quelque chose qui traîne en permanence au fond de mon cerveau et qui va, lors d'une balade, lors de n'importe quelle interaction avec quelqu'un d'autre, germer et amener en fait des idées, des intuitions, des différentes prémonitions qui vont venir se combiner en une idée qui va venir ensuite peut-être se répercuter 3 ans après. Enfin voilà, c'est de la création. Une approche sensible, quoi. C'est ça, c'est un process, on va dire, humain, okay. Pour ma part en tout cas. Et au niveau des impacts, je pense que vous aurez plus de choses à dire. Moi, c'est vraiment, j'essaye de faire au mieux que je peux, le plus local. Mais je quantifie pas directement l'impact que je fais, mais on va dire que sur chacun des projets par rapport aux matériaux que j'utilise, aux techniques, à l'énergie utilisée, au fait de faire ensemble, je vais être au maximum de ce que je peux faire, en tout cas sur tous les projets que je vais mener. T'es plus sur de l'énergie humaine, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un peu ça. Camille? De mon côté, le cheveu, pour arriver à le valoriser, il a fallu établir un peu comme une typologie de cheveux que je peux récupérer. Et donc, la complexité particulièrement, c'est qu'il peut y avoir du tout petit, du moyen et du très très long. Et donc, il a fallu que
je réfléchisse à quel type d'objet, de projet je veux développer et quels cheveux j'utilise. Et en même temps, je n'avais pas envie de me dire je vais utiliser juste les moyens parce que c'est facile, entre guillemets. Non, aujourd'hui, j'ai développé une technique en utilisant les savoir-faire traditionnels artisanaux de la tapisserie décoration. Un process qui permet de carder le cheveu et de l'utiliser en rembourrage de mes pièces, ce qui permet d'utiliser tous les cheveux, les tout petits qui sont les plus rejetés par par les coiffeurs et qui sont très peu utilisables, jusqu'aux très longs que soit je tisse à la main pour des commandes de particuliers, soit alors que je redonne à une entreprise qui réalise des prothèses capillaires partielles. Est-ce que tu quantifies est-ce que par exemple les kilomètres parcourus parce qu'il faut les ramener quand même les cheveux, est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à quantifier quand même pour oui, tout à fait. réduire ton impact? Alors, il y a plusieurs choses. J'ai mené un projet avec l'école des mines d'Albi, une école d'ingé qui s'appelle l'IMT Les Mines Albi, donc. Et donc, une équipe d'ingénieurs en master qui m'ont aidé à justement quantifier le nombre de coiffeurs qu'il y a avec lesquels je travaille, les distances de chacun, puisque je suis implantée sur un territoire assez rural, donc on est vraiment sur des problématiques d'éloignement les uns des autres et donc d'optimisation nécessaire de tous les trajets qui, comme tu l'as dit, Quentin, au début, c'est de la logistique et il y a évidemment énormément d'impact par rapport à ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi limiter la collecte à ce que déjà je peux valoriser, ce que je peux transformer pour éviter de faire du stockage et surtout ce qu'il y a le plus proche autour de moi. Et donc, ça me permet d'avoir une échelle d'action qui se positionne sur un rayon de moins de 100 km aujourd'hui. Et puis, je suis aussi accompagnée par la Chambre des métiers du Tarn et l'ADEME pour être labellisée entreprise zéro déchet. Et donc, on fait un état des lieux avec la Chambre des métiers sur quelles sont les actions qui ont été menées déjà par l'activité, par l'entreprise, et quelles sont celles que l'on peut mettre en place. Donc, par exemple, là, pour la labellisation qui adviendra en fin d'année, eh bien, la personne qui s'est occupée de mon dossier m'a dit, alors quels sont les impacts que vous pouvez amoindrir? Eh bien, par exemple, ça peut être transformer les sacs poubelles, les sacs plastiques qui me sont donnés par les coiffeurs par des sacs en tissu que je vais moi-même fabriquer à l'atelier et qui vont permettre une réutilisation de ces sacs-là au lieu d'utiliser des sacs plastiques qui sont jetés parce que le transport, ça va les trouer. On ne peut pas les réutiliser, c'est pas possible. Ce qui permettrait aussi de mettre en avant ta marque, peut-être. Oui, par exemple. C'est aussi un support qui permet de communication. Ouais. Ok, voilà. Génial. C'est super. L'accompagnement actuel. Génial. Victor, rapidement, sur le choix des matériaux, le réemploi fait beaucoup. Là, comme je disais, c'est surtout arriver à identifier des gisements de matière, donc plutôt des entreprises qui vont jeter régulièrement certaines typologies de matière. Et donc, c'est avoir une espèce d'index, de classeur, en se disant, dans telle entreprise, je peux récupérer ça, en telle et telle qualité, en telle et telle quantité, régularité, etc. Et donc, de se faire une espèce d'index des fournisseurs de matières secondaires. Et en fonction, du coup, des besoins des projets en cours sur mesure pour des clients, et se dire, là, il faut protéger de la pluie, on peut utiliser de la bâche, je peux la trouver dans telle entreprise, un petit coup de fil, oui, allô, j'ai besoin de tant de mètres carrés, idéalement de telle couleur, idéalement de ci, de ça. Donc toi, c'est vraiment la réutilisation, le réemploi de chute, le fait d'être dans une notion d'économie circulaire, et puis aussi donc, de bien concevoir par rapport à un usage pour faire en sorte d'augmenter la durée de vie de ce que tu vas concevoir, quoi. Ouais, et du coup, le sur-mesure, c'est vraiment répondre à un besoin très spécifique d'un client parce qu'il ne trouve pas l'objet dans le commerce. Et puis, c'est toujours des trucs un peu le mouton à 5 pattes. Il faut que ça rentre dans tel espace, que ça puisse faire ci, ça, se replier. C'est toujours des trucs un peu alambiqués. Mais du coup, c'est ça qui est hyper intéressant en termes de design, quoi, de conception, de fabrication. C'est vraiment très, très stimulant. Et du coup, de se dire, OK, déjà, il y a un gros travail de design en termes de dessin, de conception et tout ça, mais comment je vais pouvoir aller encore plus loin et de livrer un truc qui ne soit pas fait en neuf, en matériaux,
neufs, voilà, panneaux ou autres, mais d'aller vers des matériaux de réemploi issus de rebuts industriels. Alors que c'est quand même vachement plus compliqué parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un grand panneau de contreplaqué neuf et de se dire on va calpiner les éléments comme ça que de devoir récupérer dans une entreprise de menuiserie des panneaux d'épaisseur différente, de taille différente. Voilà, c'est ce qui te plaît aussi. C'est ce qui me plaît aussi. Du coup, c'est vraiment un Tetris. Là, il y a en plus de la aussi, conception, et donc c'est pour ça que je disais ping-pong tout à l'heure, c'est mon objet, j'ai envie qu'il soit en telle et telle matière, structure métal, panneau bois, un plateau de verre et de la bâche dessus, un peu comme on a vu là le premier projet d'atelier mobile. Je vais pouvoir récupérer les éléments dans telle et telle entreprise, je les rassemble à l'atelier. Du coup, ce mode de fonctionnement me permet de ne pas non plus trop stocker, de ne pas récupérer les je sais pas moi, 30 palettes de matière d'une entreprise et pas savoir où et comment les stocker. C'est un vrai sujet. Et donc, fonctionner sur des flux de matière en sachant que dans telle et telle entreprise, on pourra récupérer toujours de la matière à peu près de bonne qualité, ça permet de s'enlever ce coup-là. Oui, pas être trop dans le syndrome de Diogène. Ouais, parce que c'est un vrai sujet. Il y a des fois, en voyant des matériaux, des gisements, un stock d'une qualité incroyable avec des panneaux entiers de polycarbonate de telle couleur, on se dit putain c'est super ça, mais où est-ce que je peux le mettre, comment je vais le ramener, enfin bref, ouais, c'est ça. Et est-ce que ça va me servir un jour dans un projet ou alors non, ça va être stocké pendant 3 ans sans rien faire et après, ce qui est génial, c'est les outils comme la réserve des arts, bien sûr, on voit naître de plus en plus de ressourceries de ce type-là. Ça, c'est de la logistique et donc c'est chouette qu'il fasse ce travail-là, effectivement, de mise en relation. Et pour revenir sur la quantification, la mesure des impacts, moi, à échelle indépendante, c'est assez compliqué de le faire, si ce n'est peser les matériaux utilisés en réemploi versus... En fait, il y a forcément un peu de matériaux neufs qui interviennent dans les projets. C'est assez rare que ce soit 100% réemploi, ne serait-ce que la quincaillerie. Les vis, les boulons, les roulettes, les choses comme ça, très compliqué de trouver en réemploi. Donc il y a forcément une part de neuf. Après, ça peut être de 1 ou 2% si c'est 150 vis dans un gros projet, ou alors ça peut être des fois 80% parce qu'il y a juste un petit matériau qu'on a pu inclure dedans parce que le reste, il était introuvable dans les délais, dans les quantités, dans la finition, parce que le réemploi, il implique que peut-être que ce ne sera pas les mêmes essences de bois, peut-être que ce ne sera pas les mêmes teintes. Tu présentes le projet à un client en rouge et en fait tu trouves que du bleu. Donc est-ce qu'il est en accord avec ça aussi? Sujet. Ça, ça fait la transition avec des projets plus industriels où là il y a des attentes derrière des clients, des attentes de tes clients qui sont les distributeurs d'abord. Ensuite, les premiers clients bien sûr c'est tes clients finaux, mais toi tu as un intermédiaire qui peut, s'il a des retours de ses clients en disant c'est pas la bonne couleur ou pas tout à fait la même teinte, il y a des sujets de ce type-là. Je te laisse réagir, Quentin, avec tout ce que tu entends. Le problème du passage à l'échelle industrielle, c'est que ça demande de la standardisation. Et que cette standardisation, c'est un cahier des charges précis et duquel on peut déroger très légèrement, mais pas énormément. Et avec cette contrainte supplémentaire, et qu'il faut ajouter aussi à la contrainte de fabriquer des produits qui soient quand même bon marché pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, on se retrouve avec un nouveau niveau de difficulté. Et du coup, moi, ce que je m'interdis, c'est d'utiliser des matériaux qui viendraient d'être extraits. Pas de nouvelle extraction, que ce soit sur les aciers que je vais utiliser ou sur les plastiques que je vais utiliser. Et en vrai, si je pouvais remplacer mon plastique, je serais bien content. Malheureusement, aujourd'hui, je peux pas parce que j'ai besoin d'avoir un truc étanche bon marché. Et aujourd'hui, étanche bon marché, à part du plastique, il commence à y avoir des alternatives, mais c'est très très cher encore. Donc voilà, moi c'est on va dire les obstacles auxquels je me confronte. Et donc voilà, ce que j'ai décidé pour, on va dire, amoindrir cette part d'impact, c'est de ne pas mélanger les matières. Tout est démontable très facilement pour que, en fin de vie, on puisse recycler ces matériaux et que ça ne se finisse pas enfoui. Donc il n'y a pas de vis, tout est encastrable, assemblable.
et il n'y a pas de... Enfin, le plastique et l'acier vont pouvoir se séparer de manière d'un simple geste, ce qui permettra, de réparer les produits s'il y a une pièce qui vient à casser, ça c'est important, et deux, de pouvoir les recycler. Dernière chose, moi j'ai tendance à me mettre... le problème auquel j'essaye de répondre, c'est un problème de gâchis de plantes. Et j'essaie de faire de mon mieux pour le faire à une échelle, enfin à un impact moindre. Malheureusement, je suis obligé de l'avoir et je pense que je ne suis pas descendu suffisamment profond, comme vous avez pu le faire, vous qui êtes des spécialistes de la matière, dans la manière de sourcer, etc. Et peut-être que ça pourrait être intéressant qu'on discute de ça et de voir notamment ce qui peut se faire en réemploi. Et ce qui peut se faire aussi en gisement de matière que j'exploiterai pas, parce qu'aujourd'hui les matières que j'exploite, c'est quand même des matières qui sont industrialisées. Et donc ce que je comprends, toi, l'impact, donc comme tu le dis, c'est surtout sur faire durer, augmenter la durée de vie des plantes, Oui. Qui est, à mon avis, pas évident à quantifier. C'est pas évident à quantifier. Par contre, ce qui est évident, c'est l'impact environnemental de la production de plantes ornementales, qui est monstrueux. La plupart sont produites dans des régions chaudes, avant d'être envoyées en Hollande, par cargo ou par avion, où elles sont redispatchées un petit peu à travers l'Europe et même le monde. C'est la grande plateforme. Et du coup, il y a un impact monstrueux. Et l'idée, c'est que les gens continuent à avoir des plantes chez eux, mais en revanche, qu'on en rachète le moins souvent possible. Donc tu as des futurs développements, j'imagine, en tête, tu en as plein? J'ai des futurs Ok. développements en tête qui sont notamment c'est des demandes clients, de monter en gamme, d'agrandir la gamme, d'élargir la gamme de produits, faire différentes tailles. Donc là, on gardera, je pense, le même style de design, juste en le faisant grossir d'une échelle 1,5. Par contre, j'aimerais bien, d'ailleurs pour certains clients, là en ce moment, on a un projet sur une terrasse à Paris, sur un toit, pardon, pour implanter des haies d'arbres locaux. Et là, il faut repenser tout un nouveau système parce qu'il y a de nouvelles contraintes, notamment de poids et notamment de forts vents qui vont être des conditions très desséchantes pour les plantes. Là, il faut repenser toute une solution. Et donc là, j'ai repris nos cahiers et j'ai repris mes notes et refait le travail de designer en fait qu'on avait fait ensemble. Comment j'améliore mon process, comment je fais avec mon industriel pour qu'il soit content, que ce soit pas trop compliqué à produire pour lui, que ce soit pas trop cher pour mon client. Et c'est toujours la balance. Donc là, on revient sur la collaboration avec le fabricant, Exactement. qui est essentielle. Donc toi, il y a eu tout un travail qui a permis aussi, les matériaux, ça construit aussi l'identité d'une marque. C'est quelque chose sur lequel tu as pu qui du coup fait partie de l'ADN de ton entreprise. Tout à fait. Et tu as cette collaboration, ce savoir-faire, comme vous l'avez aussi avec les artisans pour Dorian, les différents industriels, parce j'imagine qu'il y en a plusieurs autour du feu pour Camille, et Victor, toi avec tes industriels qui peuvent te fournir de la chute. Donc c'est garder ce lien, ce rapport-là, pour que, continuer en tout cas par la confiance que vous avez entre vous, à développer les différentes solutions avec ces différents matériaux, quoi. D'ailleurs, si vous connaissez un fabricant de bacs type auge de maçon, il y aurait des chutes. Une petite annonce. Ça peut m'intéresser. Non, mais je peux juste rebondir là-dessus. En fait, il y a des fois où, du coup, pour le réemploi, on va visiter des entreprises qui font par exemple du carton, en pensant récupérer des cartons. Et en fait, dans le processus, ils utilisent des matières diverses, notamment dans justement le packaging carton. C'est des plaques de contreplaqué qu'ils usinent pour faire les prépliages et tout. Donc, chutes de contreplaqué, des chutes de X matériaux, du plastique, du métal, des trucs. Et des fois, c'est une petite bague comme ça. Ah bah ça, on en a 500 par jour parce que ça sert à telle pièce, machin truc et tout. Et en fait, tu penses récupérer telle matière et tu repars. En tout cas, tu repars. Tu as une idée et tu as un gisement d'une matière hyper intéressante qui te servira peut-être pas tout de suite là maintenant, mais qui vient agrémenter justement ta bibliothèque de matières et de typologie d'objets. Et donc ça se trouve, des bacs comme ça, j'essaie d'en tenir plus ou moins, ne serait-ce que mentalement, un état des lieux, en sachant à peu près où est-ce que ci, que ça.
Et c'est aussi le travail, l'expertise qu'on a avec Studio Surplus, c'est d'être très bon, notamment avec un associé qui a bossé en économie circulaire, pour arriver à cibler des entreprises et des industriels qui ont tel et tel type de gisement, de rebut, etc., etc. On est vraiment basé là-dessus, quoi. Parce que je me posais la question de qui de l'ingénieur ou du designer est le plus pertinent pour amener cette connexion avec les fabricants et la matière, etc. Bon, j'ai l'impression que Quentin, tu es un peu designer aussi, on peut dire. Je suis pas tellement ingénieur matériaux. Ouais. mais voilà, il y a quel est voilà, le meilleur profil. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur profil, mais les designers, je pense, ont peut-être au moins cette ouverture, cette curiosité peut-être, et puis cette connexion avec plein de projets très variés qui font que là, tu vois une bague, un petit bout de tube, tu te dis, ah bah oui, mais moi ça résonne pour tel et tel projet et ça peut avoir telle et telle fonction, quoi. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tous les deux et pour revenir aussi sur le collectif. Le vernissage de la fin de résidence que l'on a fait dans le Cidobre, donc en avril, à la fin de notre semaine de travail, on a utilisé donc non seulement les stèles, les pierres tombales pour la scéno de l'entreprise, et aussi un gisement de matériaux, donc il y avait du bois et du papier qui venait d'un atelier détection des synergies qui a été créé par la Chambre des métiers aussi du Tarn, de la Haute-Garonne aussi je crois, et d'une déchetterie à Revel qui s'appelle le CIPOM. Et l'idée c'était lors de cet atelier de faire rencontrer des artisans et aussi des grosses entreprises du coin afin de mutualiser les ressources des uns dont ils ont besoin et ceux qui peuvent donner. Et donc, ça a mis en lumière plusieurs partenariats, notamment avec une scierie, avec une entreprise qui fait du panneau bois et donc qui nous a permis d'avoir des matériaux pour faire des maquettes. Et donc aussi une entreprise qui nous a donné des grands rouleaux de craft blanc qui sont des déchets. Donc on parle de 50 cm, des rouleaux de 50 cm sur des centaines de mètres. Que normalement ils jettent. Et donc nous, on s'en est servi non seulement pour dessiner, pour faire les recherches de la résidence, et en plus sur la scénographie. Et donc ça fait partie, je pense, des actions qui peuvent être menées et qui sont non plus seulement sur l'ingénierie, sur le design, mais aussi sur d'autres entreprises, d'autres acteurs du secteur territorial qui ont effectivement les déchets des uns sont les ressources des autres. Et on a mis en lumière par cet atelier, en tout cas, plein de gisements, de cartons, de textiles, enfin plein. Et ça nous sert et ça crée aussi beaucoup de solidarité et du réseau. On voit qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent se mettre en lien pour en tout cas aller dans cette thématique. On arrive sur la fin de notre conférence. Je voulais savoir s'il y avait des questions déjà dans le public. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Si, il y a une question. Ah, je veux bien le micro. Ouais. Après, ça a peut-être été déjà répondu, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien cette notion. Comment s'est fait en fait le collectif des 10 designers? Pourquoi 10? Pourquoi pas 20, 30 par rapport au principe que vous avez donné? Donc j'imagine qu'il y a quand même un objectif commun entre vous, au-delà de la matière et du réemploi. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez comme objectif et quels sont les projets que vous avez en cours et qui peuvent être divulgués maintenant, quoi. Mais bon, voilà. On va reprendre le micro. On voit que c'est... Okay. Dorian, tu n'as pas beaucoup parlé, toi? La base est Allez, c'est parti. Oui, du coup, le collectif, en fait, s'est formé tout simplement de connaissances où, du coup, on est dans un milieu quand même qui est assez fermé, avec pas mal de gens qui se connaissent, même si on n'est pas vraiment du même endroit en France. Mais c'est Alexis Jacot, du coup, le studio Pirouette, qui a proposé cette idée. Alors lui, de son côté, qui depuis pas mal d'années au sein de son studio lance pas mal de projets collaboratifs, participatifs. Et là, du coup, il y avait cette idée-là. Donc simplement, ça a débuté par une discussion où on s'est retrouvé à une quinzaine de personnes sur une conversation. Donc la plupart se connaissaient déjà d'école, par exemple la Souterraine, il y en a beaucoup qui viennent de l'école de la Souterraine, etc. Et simplement de se dire, voilà, on est
souvent tout seul. Moi, en tout cas, personnellement, je ne parle pas vraiment pas obligatoirement pour les autres, mais en tout cas, moi, je le ressentais, d'avoir une pratique où, souvent qui est participative. Donc, quand je suis en projet sur 3 mois dans un territoire, par exemple, dernièrement au Mont-Saint-Michel, en travaillant avec les habitants, là, je vais être hyper stimulé. Souvent, avec les gens, ça va être super chouette. Mais la plupart du temps, en préparation, sur d'autres projets un peu plus différents et un peu plus moins importants, je vais être souvent seul dans mon atelier, sur mon ordi ou en visite, etc. Et là, le fait de s'ouvrir, en fait, pas seulement lors d'un café avec des amis, des connaissances qui sont dans le milieu, etc., mais sur des projets à monter ensemble, de la mutualisation de compétences, de la mutualisation de ressources, de connaissances, de contacts, c'est quelque chose qui a été, qui est, enfin, en tout cas pour moi, hyper enrichissant, hyper pertinent, en fait, à ce moment-là aussi. Là, ça fait 5 ans à peu près que je me suis lancé avec un studio qui est un peu partout, du coup, entre la Bretagne, Paris et Besançon en ce moment. Et d'avoir justement tous ces parallèles avec quelque chose qui est évolutif, qui est humain en fait. C'est cette humanité un peu qui me correspond, qui est à notre échelle, qui permet de chacun d'évoluer aussi dans sa pratique, de se rendre compte là sur le terrain, sur des événements, de découvrir la pratique de Camille, de Victor, de tout le monde, se rendre compte qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire... toutes ces approches, en fait, ça permet d'être hyper... complémentaires, différentes et de stimuler énormément la création entre nous. Donc au-delà en plus des événements qu'on crée ensemble, des résidences, des conférences, des tables rondes en école, on va pouvoir aussi du coup s'amener énormément en fait indirectement chacun les uns aux autres. Toujours sans aucune hiérarchie, il n'y a pas un leader dans le collectif, etc. On travaille, comme le disait Victor, en équipe, suivant les sujets qu'on a à aboutir, les projets potentiels à préparer. Et ça tourne très très bien depuis 1 an et demi. Enfin, je pense que tout le monde est ultra satisfait. Et quel projet pour après Quel projet pour après C'est encore... Tiens. Le but et la trajectoire du collectif, je pense qu'elle est encore complètement en construction. Là, ça fait 1 an et demi qu'on a vraiment lancé le truc à fond. On a passé beaucoup de temps à la construction de nos outils, du site internet, de notre mode de travail, de comment on allait fonctionner dans l'année avec ce rythme justement exposition, conférence, résidence, tout ça. Donc vraiment, on teste, on tâtonne, on confirme des choses, on infirme des choses. Donc c'est vraiment en construction, en zigzag, c'est un mauvais jeu de mots. Et donc il n'y a pas là clairement d'objectif à 3 ans, 5 ans. C'est marrant, c'était une question aussi que vous aviez quand on a préparé en visio. Nous, il n'y a rien de clair, c'est juste on avait envie de se mettre ensemble, de faire des trucs ensemble, globalement d'aller expérimenter dans des entreprises en collectif et de mutualiser des réseaux, des compétences, une énergie, de se mettre en réseau pour une énergie commune, quoi. Avec cette singularité qu'on a autour de l'éco-conception, etc. Mais après, ce que ça allait devenir, je pense que, moi, de mon point de vue, on s'en est même pas vraiment préoccupé, quoi. C'est plutôt, on fait des trucs et puis on verra ce que ça donne, quoi. Voilà. Très expérimental. Ouais, complètement expérimental, effectivement, empirique. Je me permets juste... du coup, le mieux, c'est que ce soir, vous veniez à notre vernissage 28 rue de la Fontaine-au-Roi. Voilà, je me permets de faire le... Et donc, c'est à 18h et vous pourrez découvrir les pièces que l'on aura créées lors de notre résidence dans le Cidobre. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur notre site internet, sur Instagram. Et voilà, effectivement, on expérimente, on construit petit à petit. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir discuter avec nous au vernissage. On est plutôt accessible. Et ce que je voulais rebondir aussi, c'est qu'en fait, c'est alors très très rapidement, désolé Johan, je trace, mais en fait, c'est très professionnel et très enrichissant, mais très convivial aussi. En fait, si je le fais en gros avec des gros guillemets, on est une bande de potes qui travaillons ensemble, qui faisons le travail qu'il faut et dans le moment où il le faut, mais tout en ayant avec des amis, quoi. Donc c'est tout, c'est ultra chaleureux, hyper. On a envie d'y être, on a envie de faire des choses ensemble. En fait, c'est naturel d'une certaine manière et très très convivial. Ouais. En fait, c'est un peu une petite famille de designers.
Je vais passer la parole à Quentin, parce que Quentin, alors nous aussi, on fait en sorte d'avoir ce côté aussi convivial, je pense, dans les accompagnements, c'était aussi très... Alors déjà, merci pour la bonne énergie que vous avez mis dans la préparation de cette table ronde et puis jusqu'à maintenant. Et nous, on fait ça aussi au niveau de Saclay. Quentin, toi, j'imagine que toi, en tant qu'entrepreneur, aussi, tu as des réseaux où vous êtes entre entrepreneurs, vous échangez, il y a des dynamiques qui se créent. C'est peut-être moins visible. On marche comme vous, en plateau. On marche en groupe d'une dizaine d'entrepreneurs aussi, la plupart du temps comme ça. Alors nous, avec tous des sensibilités environnementales ou écologiques, on est des entrepreneurs à impact. Alors là, nous, c'est pas mal à Paris, même s'il y en a qui sont issus de l'environnement ici aussi. Notamment une amie qui a fait le diplôme, qui était à l'agro, qui a fait le diplôme d'études d'entrepreneur en même temps que moi, maintenant qui est à Saint-Nom-la-Bretèche, qui fait des glaces en circuit court. Sinon, au niveau de l'environnement Paris-Saclay, je trouve qu'il y a aussi beaucoup ces synergies. Et quand j'étais là, je me souviens que le Design Spot, il cristallisait vraiment cette espèce de cohésion entre toutes les différentes chaires scientifiques de l'environnement, et d'ailleurs pas que scientifiques, à tous les niveaux. Moi, j'étais biologiste végétal. Finalement, j'aurais jamais imaginé me retrouver dans le Design Spot, en matériothèque, etc. Et en fait, si. Et puis, via le Design Spot, j'ai pu rencontrer nos amis des Tilo Wheel, qui sont passés par chez vous aussi. Et finalement, vous êtes aussi je trouve que le Design Spot est aussi un point de rencontre entre les différents entrepreneurs du plateau de Saclay, en tout cas qui font du produit, pour ceux que j'ai rencontrés. Et ça, c'est super, parce qu'il y a aussi les centres de recherche au CEA, avec qui vous travaillez pas mal. C'est des gens que j'ai rencontrés il n'y a pas si longtemps sur Paris. On s'est regardé comme ça à un meeting, mais on s'est déjà vu. On s'est déjà vu au Design Spot, et ils avaient fait l'expo ici. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Je trouve que, en tout cas, je ne sais pas si c'était ça que tu avais envie de m'amener à dire, mais en tout cas, le Design Spot a vraiment cette... Je t'ai pas invité pour rien. Non, mais le Design Spot a vraiment cette figure, en tout cas pour moi. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, je pense que c'est un élément clé qui permet de mieux collaborer les uns les autres, même dans des environnements très très variés, que ce soit des industriels, des designers, des entrepreneurs, des distributeurs, il faut si on met tous cette bonne énergie. Si on arrive à tous mutualiser, si on a les mêmes sensibilités, finalement on va dans le bon sens en plus, je pense. Parce que les ressources ne sont pas infinies, on est sur une petite boule. Donc bon, il y a un moment, tout ce qu'on est en train de mettre en place, ce sera normal. C'est juste qu'aujourd'hui on est un peu des pionniers, mais il faut avancer. Merci Quentin. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore, mais si, il y a une question d'Axel. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant le cheveu, la matière cheveux. Alors, quelle a été la réception du consommateur, de l'utilisateur, sur cette matière, en particulier tout le passif que peut avoir cette matière? Et je fais aussi un peu le lien avec le designer voyageur. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette matière cheveux, par exemple à Taïwan? Est-ce que c'est des liens que vous pouvez faire, par exemple, dans votre collectif? Ce genre de choses. Alors, merci pour cette question qui me permet d'aborder très rapidement toute la partie sensibilisation liée à la matière. Et donc, avant de proposer, en l'occurrence, les pièces que je fabrique à l'atelier, plutôt les pièces mode et ameublement, il y a eu, pendant mes études, tout un travail de recherche historique, culturelle, anthropologique, avec plein de corps de métier, donc l'artisanat, des artisans, des ingénieurs,
voilà, plein de personnes qui m'ont permis d'avoir, on va dire, un volume de connaissances sur la matière qui permet, lors de la présentation sur Salon Métiers d'Art ou lors de rencontres comme celle d'aujourd'hui, d'inviter les gens à porter un regard différent sur la matière et à se dire, en fait, on va juste replacer le regard avec une connaissance un peu plus généralisée. Donc le cheveu, c'est une matière qui existe depuis que les poils de notre corps qui revêtaient tout notre corps se sont transformés en follicules pileux spécifiquement sur la tête pour nous protéger des intempéries, des dangers extérieurs, etc. Et donc ça a une portée évidemment très historique. Et en même temps, tout au cours des siècles, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'utilisations très très différentes de la matière. Donc là, pour moi, c'est important de poser à chaque fois les bases pour les consommateurs. Et ensuite, eh bien, au début, mon discours n'était pas suffisamment rodé, évidemment. Puis les pièces n'étaient pas suffisamment parfois abouties, où il y avait des choses, des petits leviers qu'il fallait actionner pour améliorer l'expérience, on va dire, client. Et donc ça s'est construit pendant des années. Et donc au début, je dirais à peu près 10% des réponses qui étaient assez négatives. Et maintenant, on est plus autour de 2%, quoi. Donc c'est vraiment... Vraiment, je porte un point très très important dans mon travail sur la sensibilisation, sur le fait d'être présente le plus possible sur les rencontres, les salons, etc., pour discuter avec les gens, pour les inviter à dire oui, alors c'est du cheveu, mais là, l'assise sur laquelle vous vous asseyez, c'est du cheveu, mais tout va bien. Je vous invite juste à expérimenter par votre corps cet objet-là et me faire part de vos retours et on peut co-construire ensemble comme ça. Ça m'a permis aussi de faire des choix très récemment sur eh bien voilà, une collection d'assises que j'ai développée. J'ai changé certains paramètres qui m'ont permis de travailler sur une meilleure acceptabilité de mes pièces, par exemple, puisque je travaille sur le confort de l'habitat en pro et en perso. Eh bien, il faut rester quand même un peu vigilant et je pense à l'écoute de ce qui nous est, on va dire, retourné comme Donc on revient sur expérience. sur les clients finaux, Ouais. voilà, apportent des Ouais. informations importantes. Tout à fait. Et il y avait l'autre question, c'était le Oui. collectif, est-ce que du coup ça crée des passerelles potentielles C'est un peu tôt, hein, ça fait 1 an et demi que ça Oui. existe. Donc, Eh bien, je pense que les expériences de chacun, les regards de chacun, très personnellement, me portent et m'apportent énormément. Et à poser des mots différents. Parfois, on débriefe sur des projets, on s'accompagne, on se dit « Ah, mais alors là, toi, tu fais comme ça. Alors, avec mon expérience, j'aurais peut-être plus fait comme ça. » Voilà, c'est un enrichissement un peu de tout ce qu'on a dit pendant la table ronde. Et je te laisse peut-être répondre sur la partie Taïwan cheveux, si tu as des informations là-dessus. Taïwan cheveux, alors moi j'ai pas trop travaillé le cheveu à Taïwan, mais c'est vrai que du coup en Chine, etc., il y a quand même une culture aussi de la coupe de cheveux pour la vendre ensuite, pour faire des perruques, etc. Le cheveu, effectivement, c'est un matériau qui est, je pense que si on n'est pas un peu ouvert d'esprit à ce niveau-là, qui peut apparaître bizarre en termes de matériaux, et je pense que c'est là où le design est hyper puissant en fait, c'est que ça permet de re-questionner, de remettre en contexte et de remettre en situation des choses qui sont acquises, mais en fait qui peuvent évoluer pour que ce soit mieux dans le futur en fait, au niveau du coup de l'environnement, de problèmes sociétaux, etc. Et là, le design a une réponse qui peut être très puissante et très forte. Donc voilà. Après, le cheveu en tant que tel, moi, j'ai jamais travaillé dessus. Donc, à part avec les échanges avec Camille, mais sinon, moi je suis plus sur de la laine ou des choses comme ça, des choses plus communes. Après, effectivement, il y a plein de matériaux qui sont assez... qui posent des questions, ou en tout cas qui font réagir dès le début, ou alors même des projets en tant que tels, qui peuvent aujourd'hui, qui sont un
peu pointé du doigt d'une certaine manière, dans le sens où c'est pas la norme, mais ça peut le devenir ensuite, en fait, s'ils sont là et qu'ils ont vraiment une réponse à des problématiques actuelles. C'est justement, comme tu le disais, Quentin, l'avant-garde, en fait, d'une certaine manière. Donc, Super. Donc à la question comment créer des objets durables et désirables, les designers ont en tout cas cette capacité, même sur des matériaux qui peuvent être à premier abord un peu rebutants parce que c'est pas encore rentré dans nos habitudes, puisque bon, les Français mangeaient des cuisses de grenouille, mangent encore des cuisses de grenouille, donc ça paraît pourtant rebutant, mais pourtant c'est rentré dans des sortes de mœurs. Donc un parallèle un petit peu osé, mais en tout cas sur les nouveaux matériaux, j'avais vu aussi une vidéo sur le cuir de kombucha par exemple. C'est la mère pour faire le kombucha qui est réutilisée ensuite pour récupérer pour faire du cuir. J'ai plus le nom du designer chercheur qui travaillait dessus. Mais voilà, il y a des nouveaux matériaux qui sont en phase expérimentale et qui viendront peut-être des matériaux de notre quotidien. En tout cas, je vous remercie vraiment tous les quatre d'être venus nous voir. Je voulais faire juste une dernière, quelques petites annonces. Donc, nous avons donc pour le prix Design Impact Award de la PCI, nous avons nos mobiliers Félix qui sont exposés au Wild à Paris. C'est à partir d'aujourd'hui. Et puis également, je voulais donc il y a effectivement l'exposition du collectif Zigzag qui se trouve donc j'ai plus le nom à 28 rue de la Fontaine-au-Roi, et c'est ce soir le vernissage à 18h. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer. À 18h. Et puis aussi, je vous encourage à aller voir donc le témoignage de Quentin sur la collaboration qu'on a eue ensemble. Voilà, et je te remercie Quentin aussi d'être venu et puis de ces collaborations que nous réalisons ensemble. Voilà. Merci à vous. Voilà, je vous invite en tout cas à vous tenir informé de nos prochains événements via notre newsletter. Donc, vous pourrez vous inscrire sur le site designspot.fr. Et je vous dis à très bientôt et merci à tous. Merci.